Alors maintenant, on va passer la parole à Madame Magré-Lagerie. Le titre de sa communication est Singularité, diversité de littérature francophone, l'exemple africain. Alors, à vous la parole. Merci. Alors, j'ai envie de dire, que dire encore de la francophonie et des littératures francophones qui n'a été dit, écrit, réitéré à plusieurs reprises. Peut-être vaut-il mieux tenter d'envisager ce qu'elle devrait être en essayant de répondre en partie au thème de ce colloque qui s'interroge sur l'avenir et les enjeux de la ou des francophonies. Et je m'appuierai pour ce faire sur l'exemple africain, considérant l'Afrique dans son entité continentale, y compris celle du Nord, dont les littératures francophones sont appelées littératures maghrébines. Il ne s'agit pas uniquement de rappeler une évidence qui a trait au fait que l'Afrique est un continent et non un pays. Il s'agit aussi de considérer que l'exemple africain, par son histoire, par ses cultures et ses civilisations diverses, est à la fois le reflet de l'unité et de la diversité, une symbiose faite de convergence et de divergence. La francophonie africaine, par ses contradictions et les diverses prises de position de tous les acteurs qui y contribuent, peut servir, sinon d'exemple, du moins de référence pour une réflexion sur le devenir de la francophonie. En général, lorsqu'on parle des littératures africaines, au pluriel, entre guillemets, ou même lorsqu'on parle simplement d'Afrique, on pense exclusivement à l'Afrique subsaharienne. Cette distinction récurrente entre le nord et le sud du continent africain est due à plusieurs facteurs. D'abord, une terminologie géopolitique qui trouve ses sources dans le discours colonial, disons d'une manière générale, distinguant l'Afrique du Nord de l'Afrique noire. Ensuite, cette distinction est implicitement ou explicitement reprise par les littératures d'un côté comme de l'autre du Sahara, faisant de cet espace désertique une frontière opaque. Or, le Sahara a toujours été un lieu de passage des marchandises et des hommes, et non une frontière infranchissable. Un autre facteur récurrent de distinction concerne les références culturelles. Les littératures maghrébines sont considérées comme majoritairement arabes, parfois berbères. Elles sont tournées vers un passé qui se réfère à cet espace culturel et linguistique, d'où des problématiques spécifiques inhérentes à des références à l'histoire et à la culture arabe ou berbère, moins évoquées par les œuvres du sud du continent. Enfin, le rapport à l'Occident et à la francophonie s'illustre par des discours et des langages différents selon qu'on se situe du côté majoritairement arabophone au nord ou dans le plurilinguisme de l'Afrique subsaharienne. Si les œuvres des premiers écrivains, qu'on appelle, disons pour faire court et simple, les écrivains de la négritude, sont essentiellement axés sur l'illustration de l'Afrique subsaharienne, sur la race et les cultures des peuples noirs, les premières œuvres maghrébines francophones mettent l'accent sur le fait colonial, sur l'archaïsme des sociétés figées, sur l'illusion d'un retour à un passé glorieux et sur le bilinguisme. Ce dernier est vécu comme un drame linguistique, selon le Tunisien Albert Memmi, ou comme un exil intérieur, selon Kateb Yassine, alors que Abdelkbir Khatibi parle de drame dans lequel l'unité de la personne se joue. Mais malgré ces divergences, de nombreuses similitudes traversent les œuvres littéraires africaines. La colonisation française a contribué à donner à ces contrées une histoire commune et une perspective de création littéraire similaire. La francophonie est un des facteurs d'union de cette Afrique en apparence divisée.
l'usage de la langue française est malgré tout un facteur de cohésion. Ce sont les œuvres écrites en français qui permettent par exemple de dire que dans telle image de Senghor, de Léopold Sédar Senghor, inspirée des traditions populaires sénégalaises, des similitudes avec des images de la poésie orale de certaines communautés en Tunisie peuvent se lire. C'est la littérature en langue française qui permet de faire des rapprochements entre l'humour de Amadou Kourouma et celui de Driss Shaibi. Il en est de même des contes populaires qui présentent des aspects variés de convergence culturelle, etc. Donc, parlant des littératures africaines, je me référerai indistinctement à des œuvres et à des paroles d'écrivains du nord et du sud du continent. Et évoquant les littératures francophones, je ne reprendrai pas dans le détail les discours contradictoires tentant de définir les francophonies, se posant la question sur la pertinence de l'appellation littérature francophone, insistant sur les aspects confus de ces dénominations, remettant en question l'existence même de la notion d'écrivain francophone, etc. Notons, c'est un peu simplificateur, mais c'est valable pour ma démonstration, notons que les littératures francophones africaines existent, qu'elles font l'objet d'une abondante production et qu'elles sont enseignées en tant que telles dans plusieurs universités. Il est évident que la subtilité de la langue française permet d'accorder un F majuscule ou minuscule à ce mot qui renvoie à des connotations, au mot francophonie, qui renvoie à des connotations multiples dépassant la seule dénotation unanimement acceptée, celle de l'usage de la langue française. En fait, la plupart des discours contradictoires et des polémiques découlent d'un profond malentendu, dont je vais essayer d'esquisser les principaux aspects dans la partie suivante de mon exposé, avant d'illustrer mon propos par un questionnement sur les rapports entre langue et identité culturelle, dont on parle très très souvent, pour tenter d'aboutir à des propositions de voies de recherche possibles, ayant pour principal objectif le passage de la singularité à la diversité. Alors, sans reprendre l'historique de la francophonie, de ses différents aspects institutionnels, linguistiques, culturels, maintes fois développés, retenons un questionnement récurrent, présent dans plusieurs études, celui du multiculturalisme, qui s'oppose à une domination culturelle uniformisante que la France a toujours tenté d'imposer par le biais de la colonisation et de l'institution francophonie. Cette volonté de domination n'est pas uniquement historique, politique et économique. Elle n'est pas seulement l'expression de la nostalgie ou de la prééminence du système colonial. Elle est aussi culturelle, tout en étant intrinsèquement liée à l'existence même de la France en tant que nation. En effet, comme l'affirme Mouralis, l'ombre de Rivarol plane encore sur la conception de la langue et de la littérature française. Partant de l'ordre des mots dans la phrase, sujet, verbe, complément, Rivarol conclut sans transition que cet ordre constitue, je cite, la logique naturelle à tous les hommes et constitue le sens commun. Le français, par un privilège unique, est seul resté fidèle à l'ordre direct comme s'il était toute raison. Fin de citation. À l'ombre de Rivarol, ajoutons celle de Vaugelas, XVIIe siècle, qui considère que le bon usage, je cite, c'est la façon de parler de la plus saine partie de la cour, conformément à la façon d'écrire de la plus saine partie des auteurs du temps. Fin de citation. Autour de ces deux critères, celui du lien entre langue, bon sens et universalité, et celui du niveau de langue et parfois de l'accent, vont s'établir des définitions, des dogmes, des illustrations qui contribuent à forger des constantes qui s'imposent en système hiérarchisé. Ainsi, la langue française sera enseignée comme la langue de la clarté, de la précision, de la raison et de la connaissance. Par opposition,
Les autres langues sont celles de la passion, de l'émotion, de la faiblesse, etc. Et le glissement est rapidement opéré. Il n'y a de littérature que la littérature française et de normes linguistiques que celle qui est dictée par le pouvoir académique et parfois politique, centralisé en France, plus exactement à Paris. Moraliste aujourd'hui précise que ce thème, je cite, va nourrir jusqu'à nos jours un nationalisme linguistique qui établit une équivalence entre l'excellence de la langue française et la nation française. Fin de citation. Ajoutons qu'il nourrit également le principe d'hégémonie et de volonté d'universalisation de ce principe-là. Mais, en fait, il ne s'agit pas uniquement de défendre ou d'illustrer une langue. Celle-ci est un moyen de communication. Et en tant que telle, comme l'affirme Méchonic, je cite, « La langue n'a pas le sens, n'a pas de sens. Seul un discours a du sens, a le sens. La langue seule, du point de vue du nominalisme du discours, n'existe pas. Les mots seuls n'existent pas, sauf dans le dictionnaire. En ce sens, pas plus qu'aucune autre langue, la langue française n'existe pas. » Fin de citation. Ça, c'est en 97, n'est-ce pas, dans De la langue française, essai sur une clarté obscure. Il ne s'agit pas uniquement d'une langue, il s'agit également d'une culture, singulièrement d'une vision du monde, d'une méthode et d'une philosophie considérées comme intrinsèques à la langue. Il existe ainsi une idée sous-jacente, parfois inconsciente, reliant le bon usage de la langue à l'identité culturelle qui s'inscrit elle-même dans des apories valorisants comme par exemple la modernité, les lumières, la raison, la démocratie, l'égalité, etc., etc. De cette manière, tout écart par rapport à la norme linguistique, académique, est considéré comme écart par rapport aux valeurs de la culture dominante. Toute production de l'esprit qui s'éloignerait des normes linguistiques imposées n'est pas respectée. Au mieux, elle est observée comme une curiosité lointaine et étrange. Au pire, elle reçoit le regard condescendant et paternaliste du protecteur, se considérant comme le détenteur du savoir, le censeur et le maître. Certains écrivains africains, dans ce contexte-là, et ayant reçu cet apprentissage-là, remettent en question ce lien entre langue et système de hiérarchisation des valeurs culturelles. Sur le mode ironique parfois, même chez les plus jeunes, disons, chez Fatou Diome par exemple, qui voit dans les rapports sociaux ou dans certains rites français, comme celui des dîners avec entrée, plat, fromage, elle voit une similitude avec la rigidité et la régularité linguistique érigée en dogme. Je cite, elle dit « Le dîner est construit comme une phrase. Il y a un sujet, un verbe et un complément. Monsieur le professeur n'a pas oublié le dessert, des figues séchées servent donc de ponctuation. » Fin de citation. Ou encore, Azouz Begag, qui met en scène un jeune élève français, fils d'immigrés, qui, après avoir lu correctement un texte de Zola, est interrogé par son professeur. « De quelle origine êtes-vous » C'est le professeur qui parle. « De quelle origine êtes-vous »« Humaine, j'ai dit, pour plaisanter. Non, allez, sérieusement. Algérien. Pour un étranger, vous maîtrisez plutôt bien le français. Félicitations. Je suis né à Lyon, j'ai corrigé. Félicitations quand même. » Fin de citation. Une des singularités des littératures africaines francophones réside dans cette récurrence de la justification de l'emploi du français comme langue d'écriture, justification qui est souvent soit demandée par le critique ou le journaliste qui s'entretient avec l'écrivain, soit par l'écrivain lui-même qui éprouve le besoin, explicitement ou implicitement, de justifier dans ses œuvres l'usage et la connaissance qu'il a de cette langue, soit par les nombreuses études universitaires qui portent sur cette question. S'interroger sur la langue n'est pas uniquement une réflexion sur le matériau utilisé. C'est aussi et surtout une prise de position culturelle et identitaire.
La question de l'identité a tendance à irriter bon nombre d'écrivains qui y voient un essentialisme dangereux ou un emprisonnement dans un engagement collectif qu'ils se refusent d'assumer au nom de la liberté de la création. Henri Lopez, par exemple, affirme, je cite, « Je ne suis pas un Congolais typique. Ni mon nom, ni ma couleur n'indiquent mon identité. Et c'est bien ainsi. Comme vous, je descends du chimpanzé. Je suis un SIF, un sans identité fixe. » Fin de citation. Dany Laferrière se veut un écrivain japonais. Nimrod veut décoloniser la littérature africaine et affirme que, je cite, « la langue française n'est pas une langue étrangère ». On pourrait citer les prises de position de Driss Raïbi, celles de Moudembe, celles de Samben Ousmane, etc., etc. Évoquer ce rapport entre la langue et l'identité, c'est aussi un moyen de mettre l'accent sur ce qu'on appelle l'interculturalité. Car, en littérature, la traversée des savoirs, pour reprendre une expression de Justin Byzançois, ici présent, est inhérente à la création elle-même, tout en étant une dynamique et une réflexion sur soi. Parlant du roman, de manière générale, Lopez affirme, je cite, « Le roman n'a pas pour objectif d'informer, mais de former. Je lis pour me construire, pour m'amender. La lecture, c'est ma prière. » Fin de citation. Pour tout écrivain, quelle que soit sa langue maternelle, écrire, c'est créer une distance entre lui et le texte. Dans cette mise en mots, chaque écrivain, comme l'affirme Lise Gauvin, doit jusqu'à un certain point réinventer la langue. Pour l'écrivain africain francophone, cette réinvention de la langue est complexe et problématique, car elle se fait souvent dans une situation de conflit, créant ainsi des distances multiples, souvent contradictoires. Ces conflits sont dus à sa propre position en tant qu'écrivain, au rapport à la société dans laquelle il vit, souvent objet et sujet de son œuvre, à sa vision du lecteur potentiel, parfois objet de la critique qu'il met en œuvre, à sa propre légitimation au sein du champ littéraire auquel il cherche à adhérer, tout en le critiquant, et dont il se sent exclu ou marginalisé dans une situation de plurilinguisme vécue sous forme de conflit culturel. L'écrivain africain utilisera divers moyens pour remettre en question la langue et la culture française. L'humour et l'ironie de Kourouma, la violence et la subversion de Rachid Boujedra, l'analyse de Taha Bedjeloun, le sarcasme de Driss Raïbi, le mélange des genres de Kateb Yessine, sont autant de voix manifestant cette volonté d'exprimer une rupture, tout en tentant d'inscrire l'œuvre dans la pluralité des cultures qui constituent la spécificité ontologique de l'écrivain. Alors, je vais passer une partie dans laquelle j'explique que tous les écrivains ne s'inscrivent pas dans cette problématique, parce qu'il y a une constante ambivalence entre la fascination et la répulsion, entre la critique et l'éloge, aussi bien de la langue utilisée elle-même que de la culture à laquelle cette langue fait référence, qu'on le veuille ou pas. L'exemple de Assia Djebar, par exemple, est assez éloquent dans ce sens, où elle explique à un moment comment il y a une transformation des relations familiales à cause ou grâce à, tout dépend de la situation dans laquelle on se place, de l'apprentissage du français. Comment son père, par exemple, ose écrire à la manière occidentale, dit-elle, je cite, en s'adressant à sa femme, « Madame Untel ». Or, tout autochtone, pauvre ou riche, n'évoquait femme et enfant que par le biais de cette vague périphrase « la maison », en parlant dans la langue maternelle. Bon. Ensuite, elle explique comment la langue française n'est pas sa langue maternelle, et qu'il y a, de toutes les façons, même si elle maîtrise cette langue, même si c'est la langue qu'elle a apprise à l'école, etc., etc., elle dit la chose suivante. À un moment, elle dit « J'ai senti, pour écrire son autobiographie,
j'ai senti que la langue de l'autobiographie, quand elle n'est pas la langue maternelle, fait que presque inévitablement, même sans le vouloir, l'autobiographie devient une fiction. Écrire en français sur ma propre vie, c'était prendre une distance inévitable. Il y a aussi un autre exemple, j'ai encore quelques minutes. 2 minutes, en plus. Je peux citer un autre exemple, une autre écrivaine, Malika Moradem, qui dans son roman Mes hommes raconte diverses aventures amoureuses. Je cite cet exemple parce qu'il est assez amusant, je trouve. Et donc, rencontrant un journaliste algérien, elle écrit, je cite, « À le détailler, j'ai été traversée d'une folle envie. Entendre un homme me murmurer des mots d'amour en arabe. En Algérie, les hommes aimés me disaient « je t'aime » en français. Les rares fois où nous nous essayions à l'arabe, nous pouffions de rire, tant nos mots nous semblaient inadaptés au langage des amants. Ensuite, elle fait remarquer que la langue et la littérature arabes sont riches d'un vocabulaire amoureux. Elle ajoute « la langue n'y était pour rien. L'amour était une honte, une obscénité. Les mots pour le dire s'en trouvaient souillés. Finalement, c'est peut-être ça, être d'une langue. Ne pas pouvoir dire « je t'aime » dans une autre, fût-elle celle tétée avec le premier lait. » Fin de citation. Alors, en guise de conclusion, j'ai envie de dire, pour résumer, ce que l'Afrique propose à travers la singularité de l'espace, du temps, de la société que ces écrivains inscrivent dans leurs œuvres, c'est une singularité d'une certaine vision du monde faite d'une pluralité culturelle, dont la francophonie est un des aspects. La singularité des littératures africaines francophones réside sans doute dans la mise en œuvre de la coordination des cultures et des imaginaires. L'écrivain subsaharien est de son pays, de son continent, de sa race, de son histoire et de la francophonie, comme l'écrivain maghrébin est à la fois africain, arabe, méditerranéen, oriental et francophone. Dans ce sens, Henri Lopez, aujourd'hui, considère que ces identités plurielles constituent une richesse et qu'elles sont, je cite, les cordes d'une même guitare qu'il s'agit de pincer isolément l'une de l'autre ou deux ou toutes ensemble en veillant à n'en casser aucune pour ne pas que la musique perde son harmonie. Fin de citation. La singularité des littératures africaines actuelles s'exprime par une esthétique, une poétique et un rapport à la langue particulier, mêlant les intertextes et les références culturelles, passant allègrement d'une référence à l'oralité africaine à celle qui a trait à la littérature française, jouant sur des connotations diverses, en faisant fi des règles et des genres. Les écrivains africains remettent en question aussi bien l'essentialisme des pionniers de ces littératures que les phénomènes d'acculturation ou de déchirement culturel, que ceux qui manifestent une volonté d'intégration ou d'assimilation à une quelconque entité francophone. Les écrivains tentent ainsi de créer des œuvres dont l'espace, le temps, les intrigues, l'énonciation se situent entre la réalité et la fiction, à l'intersection de l'authenticité, entre guillemets, et de l'ouverture au monde. Riches de leur diversité, de leur divergence, en quête de liberté, ces œuvres constituent un corpus exemplaire d'une francophonie dynamique. Pour s'opposer à l'alternative, au choix imposé, à la méthode rigoureuse faite de classement et de hiérarchie, considérée comme le signe même de la suprématie de la raison, l'exemple africain propose une autre voie, dans laquelle la diversité culturelle est présentée comme expérience d'itinéraire et non comme théorie ou utopie. Encore faut-il que ces littératures soient suffisamment divulguées, enseignées et enrichies par les commentaires critiques, car une littérature et une langue ne peuvent rester vivantes que par le constant renouveau qu'elles apportent, que par les polémiques et les passions qu'elles suscitent. L'avenir de la francophonie dépend de la volonté des francophones.
Les littératures sont des questions posées, des itinéraires, parfois exemplaires. Et dans le cadre des littératures africaines, on constate souvent qu'il existe plus de questions que de réponses, en fait, apportées à tout cela. Je voudrais, pour terminer, citer Léopold Sédar Senghor. Depuis 2 jours, il n'est pas cité, sans qui, à mon sens, la francophonie, avec ses torts, ses travers, ses problèmes, n'existerait pas. Senghor disait en 1980, « Mon message est que nous sommes tous, continents, races, nations et civilisations, embarqués dans le même destin. C'est peu de dire que dans cette grande aventure, il nous faut nécessairement être solidaires. Il nous faut faire plus, en cultivant nos différences, pour nous enrichir réciproquement. C'est seulement ainsi que nous pourrons nous sauver ou périr ensemble. Nous sauver en créant une 3e voie, celle de l'accord conciliant, qui seule nous fera plus hommes, car plus être, au sens de la civilisation de l'universel. Je vous remercie.